Chapitre 4. La loge numéro 5. Armand Moncharmin a écrit de si volumineux mémoires qu'en ce qui concerne particulièrement la période assez longue de sa codirection, on est en droit de se demander s'il trouva jamais le temps de s'occuper de l'opéra, autrement qu'en racontant ce qui s'y passait. Monsieur Moncharmin ne connaissait pas une note de musique, mais il tutoyait le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, avait fait un peu de journalisme sur le boulevard et jouissait d'une assez grosse fortune. Enfin, c'était un charmant garçon et qui ne manquait point d'intelligence, puisque, décidé à commanditer l'opéra, il avait su choisir celui qui en serait l'utile directeur et était allé tout droit à Firmin Richard. Firmin Richard était un musicien distingué et un galant homme. Voici le portrait qu'en trace, au moment de sa prise de possession, la revue des théâtres. Monsieur Firmin Richard est âgé de 50 ans environ, de haute taille, de robuste encolure, sans embonpoint. Il a de la prestance et de la distinction, haut en couleur, les cheveux plantés drus, un peu bas et taillés en brosse, la barbe à l'unisson des cheveux. L'aspect de la physionomie a quelque chose d'un peu triste que tempère aussitôt un regard franc et droit, joint à un sourire charmant. Monsieur Firmin Richard est un musicien très distingué. Harmoniste habile, contrepointiste savant, la grandeur est le principal caractère de sa composition. Il a publié de la musique de chambre très appréciée des amateurs, de la musique pour piano, sonate ou pièces fugitives remplies d'originalité, un recueil de mélodies. Enfin, La mort d'Hercule, exécutée au concert du Conservatoire, respire un souffle épique qui fait songer à Gluck, un des maîtres vénérés de M. Firmin Richard. Toutefois, s'il adore Gluck, il n'en aime pas moins Piccini. M. Richard prend son plaisir où il le trouve. Plein d'admiration pour Piccini, il s'incline devant Meyerbeer, il se délecte de Cimarosa, et nul n'apprécie mieux que lui l'inimitable génie de Weber. Enfin, en ce qui concerne Wagner, M. Richard n'est pas loin de prétendre qu'il est, lui, Richard, le premier en France et peut-être le seul à l'avoir compris. J'arrête ici ma citation, d'où il me semble résulter assez clairement que si M. Firmin Richard aimait à peu près toute la musique et tous les musiciens, il était du devoir de tous les musiciens d'aimer M. Firmin Richard. Disons, en terminant ce rapide portrait, que M. Richard était ce qu'on est convenu d'appeler un autoritaire, c'est-à-dire qu'il avait un fort mauvais caractère. Les premiers jours que les deux associés passèrent à l'opéra furent tout à la joie de se sentir les maîtres d'une aussi vaste et belle entreprise, et ils avaient certainement oublié cette curieuse et bizarre histoire du fantôme quand se produisit un incident qui lui prouva que, s'il y avait farce, la farce n'était point terminée. Monsieur Firmin Richard arriva ce matin-là à 11h à son bureau. Son secrétaire, monsieur Rémy, lui montra une demi-douzaine de lettres qu'il n'avait point décachetées, parce qu'elles portaient la mention personnelle. L'une de ces lettres attira tout de suite l'attention de Richard, non seulement parce que la suscription de l'enveloppe était à l'encre rouge, mais encore parce qu'il lui sembla avoir déjà vu quelque part cette écriture. Il ne chercha point longtemps. C'était l'écriture rouge avec laquelle on avait complété si étrangement le cahier des charges. Il en reconnut l'allure bâtonnante et enfantine. Il la décacheta et lut. Mon cher directeur, je vous demande pardon de venir vous troubler en ces moments si précieux où vous décidez du sort des meilleurs artistes de l'opéra, où vous renouvelez d'importants engagements et où vous en concluez de nouveaux. Et cela avec une sûreté de vue, une entente du théâtre, une science du public et de ses goûts, une autorité qui a été bien près de stupéfier ma vieille expérience. Je suis au courant de ce que vous venez de faire pour la Carlotta, la Sorelli et la petite Jeanne, et pour quelques autres dont vous avez deviné les admirables qualités, le talent ou le génie. Vous savez bien de qui je parle quand j'écris ces mots-là. Ce n'est évidemment point pour la Carlotta, qui chante comme une seringue et qui n'aurait jamais dû quitter les ambassadeurs ni le café Jacquin,
ni pour la Sorelli, qui a surtout du succès dans la carrosserie, ni pour la petite Jam, qui danse comme un veau dans la prairie. Ce n'est point non plus pour Christine Daae, dont le génie est certain, mais que vous laissez avec un soin jaloux à l'écart de toute importante création. Enfin, vous êtes libre d'administrer votre petite affaire comme bon vous semble, n'est-ce pas ? Tout de même, je désirerais profiter de ce que vous n'avez pas encore jeté Christine Daae à la porte, pour l'entendre ce soir dans le rôle de Cybèle, puis, puisque celui de Marguerite, depuis son triomphe de l'autre jour, lui est interdit, et je vous prierai de ne point disposer de ma loge aujourd'hui, ni les jours suivants. Car je ne terminerai pas cette lettre sans vous avouer combien j'ai été désagréablement surpris, ces derniers temps, en arrivant à l'opéra, d'apprendre que ma loge avait été louée au bureau de location sur vos ordres. Je n'ai point protesté, d'abord parce que je suis l'ennemi du scandale, ensuite parce que je m'imaginais que vos prédécesseurs, messieurs de Bienne et Poligny, qui ont toujours été charmants avec moi, avaient négligé avant leur départ de vous parler de mes petites manies. Or, je viens de recevoir la réponse de messieurs de Bienne et Poligny à ma demande d'explication. Réponse qui me prouve que vous êtes au courant de mon cahier des charges et par conséquent que vous vous moquez outrageusement de moi. Si vous voulez que nous vivions en paix, il ne faut pas commencer par m'enlever ma loge. Sous le bénéfice de ces petites observations, veuillez me considérer, mon cher directeur, comme votre très humble et très obéissant serviteur. Signé, le fantôme de l'opéra. Cette lettre était accompagnée d'un extrait de la petite correspondance de la revue théâtrale, et on lisait ceci. F de l'eau. R et M sont inexcusables. Nous les avons prévenus et nous leur avons laissé entre les mains votre cahier des charges. Salutations. Monsieur Firmin Richard avait à peine terminé cette lecture que la porte de son cabinet s'ouvrait et que monsieur Armand Moncharmin venait au-devant de lui, une lettre à la main, absolument semblable à celle que son collègue avait reçue. Ils se regardèrent en éclatant de rire. « La plaisanterie continue, fit monsieur Richard, mais elle n'est pas drôle. »« Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda monsieur Moncharmin. « Pense-t-il que parce qu'ils ont été directeurs de l'opéra, nous allons leur concéder une loge à perpétuité ?» Car, pour le premier comme pour le second, il ne faisait point de doute que la double missive ne fût le fruit de la collaboration facétieuse de leurs prédécesseurs. « Je ne suis point d'humeur à me laisser longtemps berner, » déclara Firmin Richard. « C'est inoffensif, » observa Armand Moncharmin. « Au fait, qu'est-ce qu'ils veulent ? Une loge pour ce soir ?» Monsieur Firmin Richard donna l'ordre à son secrétaire d'envoyer la première loge numéro 5 à messieurs de Bienne et Poligny, si elle n'était pas louée. Elle ne l'était pas. Elle leur fut expédiée sur le champ. Messieurs de Bienne et Poligny habitaient le premier au coin de la rue Scribe et du boulevard des Capucines, le second rue Aubert. Les 2 lettres du fantôme F de l'opéra avaient été mises au bureau de poste du boulevard des Capucines. C'est Moncharmin qui le remarqua en examinant les enveloppes. « Tu vois bien, fit Richard. » Ils haussèrent les épaules et regrettèrent que des gens de cet âge s'amusassent encore à des jeux aussi innocents. « Tout de même, ils auraient pu être polis, » fit remarquer Moncharmin. « As-tu vu comme ils nous traitent à propos de la Carlotta, de la Sorelli et de la petite Jam ?»« Eh bien, cher, ces gens-là sont malades de jalousie. Quand je pense qu'ils sont allés jusqu'à payer une petite correspondance à la revue théâtrale, ils n'ont donc plus rien à faire. »« À propos, dit encore Moncharmin, ils ont l'air de s'intéresser beaucoup à la petite Christine Daae. »« Tu sais aussi bien que moi qu'elle a la réputation d'être sage, » répondit Richard. « On vole si souvent sa réputation, » répliqua Moncharmin. « Est-ce que je n'ai pas, moi, la réputation de me connaître en musique, et j'ignore la différence qu'il y a entre la clé de sol et la clé de fa. »« Tu n'as jamais eu cette réputation-là, » déclara Richard. « Rassure-toi. » Là-dessus, Firmin Richard donna l'ordre à l'huissier de faire entrer les artistes, qui,
depuis 2 heures, se promenait dans le grand couloir de l'administration en attendant que la porte directoriale s'ouvrît. Cette porte derrière laquelle les attendait la gloire et l'argent, ou le congé. Toute cette journée se passa en discussion, pourparlers, signature ou rupture de contrat. Aussi, je vous prie de croire que ce jour-là, le soir du 25 janvier, nos 2 directeurs, fatigués par une âpre journée de colère, d'intrigue, de recommandations, de menaces, de protestations d'amour ou de haine, se couchèrent de bonne heure, sans avoir même la curiosité d'aller jeter un coup d'œil dans la loge numéro 5, pour savoir si messieurs Debienne et Poligny trouvaient le spectacle à leur goût. L'opéra n'avait point chômé depuis le départ de l'ancienne direction, et M. Richard avait fait procéder aux quelques travaux nécessaires sans interrompre le cours des représentations. Le lendemain matin, messieurs Richard et Moncharmin trouvèrent dans leur courrier, d'une part, une carte de remerciement du fantôme, ainsi conçue. Mon cher directeur, merci, charmante soirée, dae exquise, soignez les cœurs. La Carlotta, magnifique et banal instrument. Vous écrirez bientôt pour les 240 000 francs, exactement 233 424 francs 70. Messieurs Debienne et Poligny m'ayant fait parvenir les 6 575 francs 30, représentant les 10 premiers jours de ma pension de cette année, leur privilège finissant le 10 au soir. Serviteur, F. Delot. D'autre part, une lettre de messieurs Debienne et Poligny. Messieurs, nous vous remercions de votre aimable attention, mais vous comprendrez facilement que la perspective de réentendre Faust, si douce soit-elle à d'anciens directeurs de l'opéra, ne puisse nous faire oublier que nous n'avons aucun droit à occuper la première loge numéro 5, qui appartient exclusivement à celui dont nous avons eu l'occasion de vous parler, en relisant avec vous une dernière fois le cahier des charges, dernier alinéa de l'article 63. Veuillez agréer, messieurs, etc. « Ah, mais ils commencent à m'agacer, ces gens-là !» déclara violemment Firmin Richard en arrachant la lettre de messieurs Debienne et Poligny. Ce soir-là, la première loge numéro 5 fut louée. Le lendemain, en arrivant dans leur cabinet, messieurs Richard et Moncharmin trouvaient un rapport d'inspecteur relatif aux événements qui s'étaient déroulés la veille au soir dans la première loge numéro 5. Voici le passage essentiel du rapport, qui est bref. « J'ai été dans la nécessité, écrit l'inspecteur, de requérir ce soir, l'inspecteur avait écrit son rapport la veille au soir, un garde municipal pour faire évacuer par 2 fois, au commencement et au milieu du second acte, la première loge numéro 5. Les occupants, ils étaient arrivés au commencement du second acte, y causaient un véritable scandale par leurs rires et leurs réflexions saugrenues. De toutes parts autour d'eux, des chutes se faisaient entendre, et la salle commençait à protester quand l'ouvreuse est venue me trouver. Je suis entrée dans la loge et je fis entendre les observations nécessaires. Ces gens ne paraissaient point jouir de tout leur bon sens, et me tinrent des propos stupides. Je les avertis que si un pareil scandale se renouvelait, je me verrais forcée de faire évacuer la loge. Je n'étais pas plus tôt partie que j'entendis de nouveau leurs rires et les protestations de la salle. Je revins avec un garde municipal qui les fit sortir. Ils réclamèrent, toujours en riant, déclarant qu'ils ne s'en iraient point si on ne leur rendait pas leur argent. Enfin, ils se calmèrent, et je les laissai rentrer dans la loge. Aussitôt, les rires recommencèrent, et cette fois, je les fis expulser définitivement. « Qu'on fasse venir l'inspecteur !» cria Richard à son secrétaire, qui l'avait lu le premier, ce rapport, et qu'il avait déjà annoté au crayon bleu. Le secrétaire, M. Rémy, 24 ans, fine moustache, élégant, distingué, grande tenue. Dans ce temps-là, redingote obligatoire dans la journée, intelligent et timide devant le directeur, 2400 d'appointements par an, payé par le directeur, compulse les journaux, répond aux lettres, distribue des loges et des billets de faveur, règle les rendez-vous, cause avec ceux qui font antichambre, court chez les artistes malades, cherche les doublures, correspond avec les chefs de service. Mais avant tout, est le verrou du cabinet directorial, peut-être sans compensation aucune, jeté à la porte du jour au lendemain, car il n'est pas reconnu par l'administration.
Le secrétaire, qui avait déjà fait chercher l'inspecteur, donna l'ordre de le faire entrer. L'inspecteur entra, un peu inquiet. « Racontez-nous ce qui s'est passé », fit brusquement Richard. L'inspecteur bredouilla tout de suite et fit allusion au rapport. « Enfin, ces gens-là, pourquoi riaient-ils » demanda Moncharmin. « Monsieur le directeur, il devait avoir bien dîné et paraissait plus préparé à faire des farces qu'à écouter de la bonne musique. Déjà, en arrivant, ils n'étaient pas plutôt entrés dans la loge qu'ils en étaient ressortis et avaient appelé l'ouvreuse qui leur a demandé ce qu'ils avaient. Ils ont dit à l'ouvreuse « Regardez dans la loge, il n'y a personne, n'est-ce pas ?»« Non, a répondu l'ouvreuse. « Eh bien, ont-ils affirmé, quand nous sommes entrés, nous avons entendu une voix qui disait qu'il y avait quelqu'un. » Monsieur Moncharmin ne put regarder Monsieur Richard sans sourire. Mais Monsieur Richard, lui, ne souriait point. Il avait jadis trop travaillé dans le genre pour ne point reconnaître dans le récit que lui faisait le plus naïvement du monde l'inspecteur toutes les marques d'une de ces méchantes plaisanteries qui amusent d'abord ceux qui en sont victimes, puis qui finissent par les rendre enragés. Monsieur l'inspecteur, pour faire sa course à Monsieur Moncharmin, qui souriait, avait cru devoir sourire lui aussi. Malheureux sourire. Le regard de Monsieur Richard foudroya l'employé, qui s'occupa aussitôt de montrer un visage effroyablement consterné. « Enfin, quand ces gens-là sont arrivés, demanda en grondant le terrible Richard, il n'y avait personne dans la loge ? Personne, monsieur le directeur, personne, ni dans la loge de droite, ni dans la loge de gauche, personne, je vous le jure. J'en mets la main au feu, et c'est ce qui prouve bien que tout cela n'est qu'une plaisanterie. Et l'ouvreuse, qu'est-ce qu'elle a dit ? Oh, pour l'ouvreuse, c'est bien simple. Elle dit que c'est le fantôme de l'opéra. Alors, et l'inspecteur ricana. Mais encore, il comprit qu'il avait eu tort de ricaner, car il n'avait pas plutôt prononcé ces mots. Elle avait dit que c'était le fantôme de l'opéra, que la physionomie de Monsieur Richard, de sombre qu'elle était, devint farouche. « Qu'on aille me chercher l'ouvreuse, commanda-t-il, tout de suite, et que l'on me la ramène, et que l'on mette tout ce monde-là à la porte. » L'inspecteur voulut protester, mais Richard lui ferma la bouche d'un redoutable « Taisez-vous !» Puis, quand les lèvres du malheureux subordonné semblèrent closes pour toujours, monsieur le directeur ordonna qu'elles se rouvrissent à nouveau. « Qu'est-ce que le fantôme de l'opéra ?» se décida-t-il à demander avec un grognement. Mais l'inspecteur était maintenant incapable de dire un mot. Il fit entendre par une mimique désespérée qu'il n'en savait rien, ou plutôt qu'il n'en voulait rien savoir. « Vous l'avez vu, vous, le fantôme de l'opéra ?» Par un geste énergique de la tête, l'inspecteur nia l'avoir jamais vu. « Tant pis, » déclara froidement M. Richard. L'inspecteur ouvrit des yeux énormes, des yeux qui sortaient de leurs orbites, pour demander pourquoi M. le directeur avait prononcé ce sinistre « tant pis ». « Parce que je vais faire régler leur compte à tous ceux qui ne l'ont pas vu », expliqua M. le directeur. « Puisqu'il est partout, il n'est pas admissible qu'on ne l'aperçoive nulle part. J'aime qu'on fasse son service, moi. » Chapitre 5. Suite de la loge numéro 5. Ayant dit, M. Richard ne s'occupa plus du tout de l'inspecteur et traita de diverses affaires avec son administrateur qui venait d'entrer. L'inspecteur avait pensé qu'il pouvait s'en aller, et tout doucement, oh mon Dieu, si doucement, à reculons, il s'était rapproché de la porte, quand M. Richard, s'apercevant de la manœuvre, cloua l'homme sur place d'un tonitruant. « Bougez pas !» Par les soins de M. Rémy, on était allé chercher l'ouvreuse, qui était concierge rue de Provence, à 2 pas de l'opéra. Elle fit bientôt son entrée. « Comment vous appelez-vous ?»« Mame Giry. Vous me connaissez bien, monsieur le directeur. C'est moi la mère de la petite Giry, la petite Meg, quoi. » Ceci fut dit d'un ton rude et solennel, qui impressionna un instant monsieur Richard. Il regarda Mame Giry, châle d'étain, souliers usés, vieille robe de taffetas, chapeau couleur de suie.
Il était de toute évidence, à l'attitude de monsieur le directeur, que celui-ci ne connaissait nullement ou ne se rappelait point avoir connu Mame Giry, ni même la petite Giry, ni même la petite Meg. Mais l'orgueil de Mame Giry était tel que cette célèbre ouvreuse, je crois bien que c'est de son nom que l'on a fait le mot bien connu dans l'argot des coulisses, Giry. Exemple, une artiste reproche à une camarade ses potins, ses papotages. Elle lui dira « Tout ça, c'est des Giry ». Que cette ouvreuse, disons-nous, s'imaginait être connue de tout le monde. « Connais pas », finit par proclamer monsieur le directeur. « Mais, Mame Giry, il n'empêche que je voudrais bien savoir ce qui vous est arrivé hier soir, pour que vous ayez été forcés, vous et monsieur l'inspecteur, d'avoir recours à un garde municipal. » Je voulais justement vous voir pour vous en parler, monsieur le directeur, à seule fin qu'il ne vous arrive pas les mêmes désagréments qu'à messieurs Debienne et Poligny. Eux non plus, au commencement, ils ne voulaient pas m'écouter. Je ne vous demande pas tout ça. Je vous demande ce qui vous est arrivé hier soir. Mame Giry devint rouge d'indignation. On ne lui avait jamais parlé sur un ton pareil. Elle se leva comme pour partir, ramassant déjà les plis de sa jupe et agitant avec dignité les plumes de son chapeau couleur de suie. Mais se ravisant, elle se rassit et dit d'une voix rogue « Il est arrivé qu'on a encore embêté le fantôme. » Là-dessus, comme M. Richard allait éclater, M. Moncharmin intervint et dirigea l'interrogatoire, d'où il résulta que Mame Giry trouvait tout naturel qu'une voix se fît entendre pour proclamer qu'il y avait du monde dans une loge où il n'y avait personne. Elle ne pouvait s'expliquer ce phénomène, qui n'était point nouveau pour elle, que par l'intervention du fantôme. Ce fantôme, personne ne le voyait dans la loge, mais tout le monde pouvait l'entendre. Elle l'avait entendu souvent, elle, et on pouvait l'en croire, car elle ne mentait jamais. On pouvait demander à messieurs Debienne et Poligny, et à tous ceux qui la connaissaient, et aussi à monsieur Isidore Saack, à qui le fantôme avait cassé la jambe. « Oui, da, interrompit monsieur Moncharmin, le fantôme a cassé la jambe à ce pauvre Isidore Saack ?» Mame Giry ouvrit de grands yeux, où se peignait l'étonnement qu'on ressentait devant tant d'ignorance. Enfin, elle consentit à instruire ces deux malheureux innocents. La chose s'était passée du temps de messieurs Debienne et Poligny, toujours dans la loge numéro 5, et aussi pendant une représentation de Faust. Mame Giry tousse, assure sa voix, elle commence. On dirait qu'elle se prépare à chanter toute la partition de Gounod. Voilà, monsieur. Il y avait ce soir-là, au premier rang, monsieur Maniera et sa dame, les lapidaires de la rue Mogador, et derrière madame Maniera, leur ami intime, monsieur Isidore Saack. Méphistophélès chantait. Madame Giry chante. Vous qui faites l'endormi. Et alors monsieur Maniera entend dans son oreille droite, sa femme était à sa gauche, une voix qui lui dit « Ah ah, ce n'est pas Julie qui fait l'endormi. » Sa dame s'appelle justement Julie. Monsieur Maniera se retourne à droite pour voir qui est-ce qui lui parlait ainsi. Personne. Il se frotte l'oreille et se dit à lui-même « Est-ce que je rêve ?» Là-dessus, Méphistophélès continuait sa chanson. « Mais j'ennuie peut-être messieurs les directeurs ?»« Non, non, continuez. »« Messieurs les directeurs sont trop bons. » Une grimace de madame Giry. Donc, Méphistophélès continuait sa chanson. Madame Giry chante. « Catherine que j'adore, pourquoi refuser l'amant qui vous implore un si doux baiser ?» Et aussitôt, monsieur Maniera entend, toujours dans son oreille droite, la voix qui lui dit « Ah ah, ce n'est pas Julie qui refuserait un baiser à Isidore. » Là-dessus, il se retourne, mais cette fois du côté de sa dame et d'Isidore. Et qu'est-ce qu'il voit ? Isidore, qui avait pris par derrière la main de sa dame et qui la couvrait de baisers dans le petit creux du gant. Comme ça, mes bons messieurs. Mame Giry couvre de baisers le coin de chair laissé à nu par son gant de filocelle. Alors vous pensez bien que ça ne s'est pas passé à la douce. Clic, clac. Monsieur Maniera, qui était grand et fort comme vous, monsieur Richard, distribua une paire de gifles à monsieur Isidore Saack, qui était mince et faible comme monsieur Moncharmin, sauf le respect que je lui dois. C'était un scandale. Dans la salle, on criait « Assez, assez, il va le tuer !» Enfin, monsieur Isidore Saack put s'échapper. Le fantôme ne lui avait donc pas cassé la jambe,
demande M. Moncharmin, un peu vexé de ce que son physique ait fait une si petite impression sur Mame Giry. Il la lui a cassé, monsieur, réplique Mame Giry avec hauteur, car elle a compris l'intention blessante. Il la lui a cassé tout net dans la grande escalier, qu'il descendait trop vite, monsieur. Et si bien, ma foi, que le pauvre ne la remontera pas de sitôt. C'est le fantôme qui vous a raconté les propos qu'il avait glissés dans l'oreille droite de monsieur Maniera ? Questionne toujours, avec un sérieux qu'il croit du plus comique, le juge d'instruction Moncharmin. Non, monsieur, c'est monsieur Maniera lui-même. Ainsi, mais vous avez déjà parlé au fantôme, ma brave dame. Comme je vous parle, mon brave monsieur. Et quand il vous parle, le fantôme, qu'est-ce qu'il vous dit ? Eh bien, il me dit de lui apporter un petit banc. À ces mots prononcés solennellement, la figure de Mame Giry devint de marbre jaune, veiné de raies rouges, comme celui des colonnes qui soutiennent le grand escalier et que l'on appelle marbre sarancolin. Cette fois, Richard était reparti à rire de compagnie avec Moncharmin et le secrétaire Rémy. Mais, instruit par l'expérience, l'inspecteur ne riait plus. Appuyé au mur, il se demandait, en remuant fébrilement ses clés dans sa poche, comment cette histoire allait finir. Et plus Mame Giry le prenait sur un ton rogue, plus il craignait le retour de la colère de monsieur le directeur. Et maintenant, voilà que devant l'hilarité directoriale, Mame Giry osait devenir menaçante en vérité. « Au lieu de rire du fantôme, s'écria-t-elle indignée, vous feriez mieux de faire comme monsieur Poligny, qui, lui, s'est rendu compte par lui-même. »« Rendu compte de quoi ?» interroge Moncharmin, qui ne s'est jamais tant amusé. « Du fantôme, puisque je vous le dis. Tenez !» Elle se calme subitement, car elle juge que l'heure est grave. « Tenez, je me rappelle comme si c'était hier. Cette fois, on jouait la juive. Monsieur Poligny avait voulu assister tout seul dans la loge du fantôme à la représentation. Madame Krauss avait obtenu un succès fou. Elle venait de chanter, vous savez bien, la machine du second acte. Madame Giry chante à mi-voix. Près de celui que j'aime, je veux vivre et mourir, et la mort elle-même ne peut nous désunir. Bien, j'y suis, fit observer avec un sourire décourageant monsieur Moncharmin. Mais Mame Giry continue à mi-voix, en balançant la plume de son chapeau couleur de suie. Partons, ici-bas dans les cieux. Même sort désormais nous attend tous les deux. Oui, nous y sommes, répète Richard, à nouveau impatienté. Et alors ? C'est à ce moment-là que Léopold s'écrie « Fuyons !» n'est-ce pas ? Et qu'Éléazar les arrête en leur demandant « Où courez-vous » Eh bien, juste à ce moment-là, M. Poligny, que j'observais du fond d'une loge à côté, qui était restée vide, M. Poligny s'est levé tout droit et est parti raide comme une statue. Et je n'ai eu que le temps de lui demander, comme Éléazar, « Où allez-vous » Mais il ne m'a pas répondu. Et il était plus pâle qu'un mort. Je l'ai regardé descendre l'escalier, mais il ne s'est pas cassé la jambe. Pourtant, il marchait comme dans un rêve, comme dans un mauvais rêve, et il ne retrouvait seulement pas son chemin, lui qui était payé pour bien connaître l'opéra. Ainsi s'exprima Mame Giry, et elle se tut pour juger de l'effet qu'elle avait produit. L'histoire de Poligny avait fait hocher la tête à Moncharmin. Tout cela ne me dit pas dans quelles circonstances, ni comment le fantôme de l'opéra vous a demandé un petit banc, insista-t-il, en regardant fixement la mère Giry, comme on dit, entre quatre yeux. Eh bien, mais c'est depuis ce soir-là, car à partir de ce soir-là, on l'a laissé tranquille, notre fantôme. On n'a plus essayé de lui disputer sa loge. Messieurs de Bienne et Poligny ont donné des ordres pour qu'on la lui laisse à toutes les représentations. Alors, quand il venait, il me demandait son petit banc. Un fantôme qui demande un petit banc. C'est donc une femme, votre fantôme ? Interrogea Moncharmin. Non, le fantôme est un homme. Comment le savez-vous ? Il a une voix d'homme. Oh, une douce voix d'homme. Voilà comment ça se passe. Quand il vient à l'opéra, il arrive d'ordinaire vers le milieu du premier acte. Il frappe 3 petits coups secs à la porte de la loge numéro 5. La première fois que j'ai entendu ces 3 coups-là, alors que je savais très bien qu'il n'y avait encore personne dans la loge, vous pensez si j'ai été intriguée ? J'ouvre la porte,
J'écoute, je regarde, personne. Et puis, voilà-t-il pas que j'entends une voix qui me dit « Madame Jules ?» C'est le nom de défunt mon mari. « Un petit banc, s'il vous plaît. » Sauf votre respect, monsieur le directeur. J'en étais comme une tomate. Mais la voix continua. « Vous effrayez pas, Madame Jules. C'est moi, le fantôme de l'opéra. » Je regardais du côté d'où venait la voix, qui était, du reste, si bonne et si accueillante qu'elle ne me faisait presque plus peur. La voix, monsieur le directeur, était assise sur le premier fauteuil du premier rang à droite. Sauf que je ne voyais personne sur le fauteuil. On aurait juré qu'il y avait quelqu'un dessus qui parlait, et quelqu'un de bien poli, ma foi. « La loge à droite de la loge numéro 5 ?» demanda Moncharmin. « Était-elle occupée ?»« Non, la loge numéro 7, comme la loge numéro 3 à gauche, n'était pas encore occupée. On n'était qu'au commencement du spectacle. »« Et qu'est-ce que vous avez fait ?»« Eh bien, j'ai apporté le petit banc. Évidemment, ça n'était pas pour lui qu'il demandait un petit banc, c'était pour sa dame. Mais elle, je ne l'ai jamais entendue, ni vue. »« Hein ? Quoi ? Le fantôme avait une femme maintenant ?» De Mame Giry, le double regard de messieurs Moncharmin et Richard monta jusqu'à l'inspecteur, qui, derrière l'ouvreuse, agitait les bras dans le dessein d'attirer sur lui l'attention de ses chefs. Il se frappait le front d'un index désolé pour faire comprendre au directeur que la mère Jules était certainement bien folle, pantomime qui engagea définitivement M. Richard à se séparer d'un inspecteur qui gardait dans son service une hallucinée. La bonne femme continuait, tout à son fantôme, vantant maintenant sa générosité. À la fin du spectacle, il me donne toujours une pièce de 40 sous, quelquefois 100 sous, quelquefois même 10 francs, car il a été plusieurs jours sans venir. Seulement, depuis qu'on a recommencé à l'ennuyer, il ne me donne plus rien du tout. Pardon, ma brave femme. Révolte nouvelle de la plume du chapeau couleur de suie devant une aussi persistante familiarité. Pardon. Mais comment le fantôme fait-il pour vous remettre vos 40 sous ? Interroge Moncharmin, nez curieux. Il les laisse sur la tablette de la loge. Je les trouve là avec le programme que je lui apporte toujours. Des soirs, je retrouve même des fleurs dans ma loge. Une rose qui sera tombée du corsage de sa dame. Car sûr, il doit venir quelquefois avec une dame pour qu'un jour ils aient oublié un éventail. Ah ah ! Le fantôme a oublié un éventail ? Et qu'en avez-vous fait ? Eh bien, je le lui ai rapporté la fois suivante. Ici, la voix de l'inspecteur se fit entendre. « Vous n'avez pas observé le règlement, Mame Giry. Je vous mets à l'amende. »« Taisez-vous, imbécile !» voix de basse de M. Firmin Richard. « Vous avez rapporté l'éventail ? Et alors ?»« Et alors, ils l'ont remporté, monsieur le directeur. Je ne l'ai plus retrouvé à la fin du spectacle. À preuve qu'ils ont laissé à la place une boîte de bonbons anglais que j'aime tant, monsieur le directeur. C'est une des gentillesses du fantôme. »« C'est bien, Mame Giry. Vous pouvez vous retirer. » Quand Mame Giry eut salué respectivement, non sans une certaine dignité qui ne l'abandonnait jamais, ces deux directeurs, ceux-ci déclarèrent à monsieur l'inspecteur qu'ils étaient décidés à se priver des services de cette vieille folle. Et ils congédièrent monsieur l'inspecteur. Quand monsieur l'inspecteur se fut retiré à son tour, après avoir protesté de son dévouement à la maison, messieurs les directeurs avertirent monsieur l'administrateur qu'il eut à faire régler le compte de monsieur l'inspecteur. Quand ils furent seuls, messieurs les directeurs se communiquèrent une même pensée qui leur était venue en même temps à tous deux, celle d'aller faire un petit tour du côté de la loge numéro 5. Nous les y suivrons bientôt. Bienvenue sur le peut-être troisième vlog lecture sur le fantôme de l'opéra. Oui, je suis en chemise de nuit et alors on est dans la nuit de samedi à dimanche. Donc il faut que je fasse mon petit montage derrière. Donc,
Alors, j'ai choisi de juste faire le chapitre 4 et 5 qui concernait la loge numéro 5. C'est surtout parce que le chapitre 6, il est plus important que les chapitres 4 et 5 réunis. Donc je me suis dit, on va se détendre. Non mais parce qu'en fait là, il est tard, j'ai mal géré mon truc. Et comme j'ai envie que ça soit posté demain matin à l'heure, donc voilà, on n'est que sur le chapitre numéro 4 et 5. Bon bah clairement, j'ai l'impression qu'il y a deux camps au niveau de l'opéra. Il y a ceux qui croient dur comme fer que le fantôme de l'opéra qui doit se faire appeler fantôme de l'opéra est bien un fantôme. Et il y a le camp de ceux qui disent non mais c'est du flan là, c'est pas possible, on est au 19e siècle, que diable, c'est n'importe quoi. Mais oui, je pense que clairement on est du côté d'un acteur peut-être, ou d'un chanteur, enfin quelqu'un qui connaît par cœur l'opéra, qui connaît par cœur aussi sans doute les personnes qui y travaillent parce qu'il connaissait le nom de Mame Giry. Il a l'air d'avoir une certaine affection pour elle, donc c'est quelqu'un qui faisait partie de l'opéra, qui n'en fait plus partie pour diverses raisons sans doute, mais je pense que c'est soit quelqu'un qui a travaillé, ou alors un client régulier par exemple, pourquoi pas. Mais je suis assez fascinée par le fait, enfin fascinée, je m'interroge en fait sur le fait qu'ils demandent tant d'argent aux directeurs. Et surtout pourquoi les directeurs précédents, messieurs Debienne et Poligny, la manière dont les directeurs sont nommés, qui vont toujours par deux entre guillemets, ça fait très enquête en fait. Ça fait très compte rendu d'enquête, enfin déroulé de l'enquête. Et je trouve ça assez... Il y a un côté très carré là-dedans qui fait pas trop littéraire, mais très compte rendu d'enquête. Ça me dérange pas spécialement, mais c'est pas forcément un truc qui est ultra palpitant non plus. Après, ça se lit, hein, honnêtement, ça se lit, mais je suis pas persuadée que ça va être le chef-d'œuvre absolu. À voir. Enfin, je pense pas que ça va être un gros coup de cœur chez moi, mais ça m'intrigue. C'est marrant, c'est plein d'humour. C'est rigolo parce qu'en plus, ils sont quand même assez caractérisés là, quand on pense au directeur. Il y a Richard qui a l'air d'être un peu plus soupe au lait et j'ai oublié, Montcharmin. Montcharmin qui est peut-être un peu plus conciliant, mais c'est marrant en fait. Il y a des petits tacles un petit peu à tout le monde en passant parce que Madame Giry, elle est. Bon, c'est pas quelqu'un qui a fait des grandes études, quoi, mais il faut la respecter. Donc c'est assez drôle. Mais je sais pas, j'ai du mal en fait à faire le lien entre tout, parce qu'il a l'air de... Je pense que la dame, c'est la fameuse Christine Daae, la dame qui a besoin d'un petit banc dans la loge. Ça doit être pour elle également, ça doit être elle qui a oublié son éventail et tout ça, parce que souvenez-vous, je sais pas si c'était les chapitres d'avant ou encore avant, mais un moment, c'était l'amant, enfin celui qui était amoureux de Christine Daae, qui la surprenait à discuter avec un homme qu'il n'a pas retrouvé dans la loge. J'ai la voix qui casse, il fait très chaud. Donc son amoureux, elle n'a pas l'air d'être amoureuse de lui, mais celui qui est amoureux de Christine Daae, qui n'a pas du coup réussi à choper l'amant entre guillemets de Christine Daae pour lui faire la peau. Mais c'était sûrement le fantôme de l'opéra. Après, je ne sais pas si l'intérêt de ce livre, c'est vraiment une enquête, un mystère et compagnie, ou si... Donc, est-ce que l'intérêt de ce livre, c'est le final, ou est-ce que c'est comment on arrive au final? Donc, est-ce que c'est le résultat de l'enquête, à savoir, je dis n'importe quoi, le fantôme de l'opéra, c'est un homme qui est l'amant de Christine Daae, et en fait, il fait chanter les directeurs, ou est-ce que c'est un peu le cheminement de l'enquête qui est le plus important, de réussir à mettre tout en lien? J'ai du mal à expliquer le truc. Je n'arrive pas à faire le...
C'est comme dans une romance. Si vous voulez, dans une romance, une fois qu'on a capté que A et B ce sont ces deux personnes-là et qui vont finir ensemble à la fin, on se doute qu'il va y avoir quelques obstacles, mais qui vont finir ensemble à la fin. Parce que généralement, dans la romance, le couple finit ensemble à la fin et heureux accessoirement. Il y a un côté très conte de fées en fait dans les romances, mais du coup là, est-ce que l'important c'est de savoir est-ce que l'important c'est de savoir si le fantôme c'est un fantôme ou si c'est quelqu'un qui arnaque l'opéra, ou est-ce que l'important c'est de mettre tous ces petits indices ensemble, de les rassembler et qu'ils aient du sens en même temps, de reconstituer le puzzle si vous voulez. Je trouve que je suis toujours pas claire, mais je vais arrêter de m'expliquer parce que là je suis en train de ramer. Mais ouais, je trouve ça assez rigolo. Mais en fait, je pense que ça peut être, mais carrément être. Je vois vraiment ça au théâtre. Adapté au théâtre, ça doit être top. J'ai pas vu d'adaptation de quelle qu'elle soit du fantôme de l'opéra. J'ai vaguement. Lisez pas l'article Wikipédia. Hein. Ne lisez jamais les articles Wikipédia des bouquins connus qui vous intéressent. Non, c'est pas bien. Ça spoil. Mais ouais, bref. Bon, moi, ça me donne toujours envie de lire la suite. De toute manière, vu que j'ai commencé, je continuerai. Donc, à voir. Et exceptionnellement, et ça m'arrange vachement parce qu'il est tard, ce sera 2 chapitres qui sont assez courts, une lecture courte et un vlog lecture qui est court également. Et à voir... j'ai commencé à réfléchir un petit peu sur des romans que je pourrais lire par la suite. Je pense qu'on refera peut-être un petit tour du côté de Sherlock si ça fait pas trop redondant, 2 enquêtes d'affilée, ou je crois que je vous avais donné d'autres idées, je me souviens plus. Bref, on verra. Passez un très bon dimanche. Je sais pas si chez vous, comme chez moi, là il fait très beau, j'ai pris des couleurs, il devait faire 30 degrés cet après-midi, d'où cette magnifique chemise de nuit. Mais ouais, passez un très bon dimanche, profitez du beau temps, ressourcez-vous, lisez tout plein et rêvez tout grand. Salut!